Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Ça doit être ma troisième vidéo dans la voiture. Alors non, ce n'est pas un hommage à notre ami Aldostérone, c'est simplement que le mercredi, qui est une journée infernale, puisque les enfants n'ont pas cours l'après-midi, et donc il faut les amener à toutes leurs activités, euh, qui sont essentiellement le mercredi, puisqu'on a du temps. Et il se trouve que ma fille fait du cheval, enfin mes deux filles font du cheval. Et donc, ce qui est très bien dans un contexte de survie, apprendre à s'occuper des chevaux peut servir un jour. Donc, je suis content qu'il fasse cette activité, alors que moi, j'aime pas trop faire du cheval. J'aime pas trop les animaux qui sont plus grands que moi. Dangereux. Non, et donc, évidemment, ça ne se fait pas en ville, ça se fait loin du centre-ville. Et donc, je les amène. Et comme ça m'énerve de passer faire des kilomètres en voiture, évidemment, d'habitude, je reste en voiture. Soit je lis, ce qui m'ajoute une heure et demie de lecture supplémentaire le mercredi. Soit je fais rarement quelques courses ou des vidéos. Alors vous allez me dire, on s'en fout de ta vie. Vous avez raison. Euh, mais toutefois, je voulais vous parler d'une chose qui est assez importante, en tout cas qui est importante pour moi. Alors vous allez me dire que peut-être on s'en fout et donc bah, vous faites comme vous voulez. Hein. Vous n'êtes jamais obligé de m'écouter. Vous coupez les vidéos dès que ça vous emmerde. Je vous ai jamais obligé à quoi que ce soit. Moi, je dis les choses. À vous de prendre ce que vous voulez. Réfléchissez par vous-même et faites comme vous le voulez en fonction de votre âme et conscience. Et surtout conscience, parce que je ne crois pas trop à l'âme, mais en tout cas en fonction de votre sens des responsabilités. À chaque action, il y a des conséquences. À vous de les assumer. Donc, non, la chose que je voulais dire, c'est que je vous renvoie tout d'abord à des vidéos que j'ai faites il y a déjà pas mal de temps. Je fais une série de 3 courtes vidéos sur le racisme. J'ai fait plusieurs séries de vidéos sur l'immigration de masse. Je m'apprête à faire quelques vidéos qui les différences entre les différentes populations et groupes ethniques dans le monde et pourquoi cela impacte notre survie en fonction de l'environnement donné. C'est-à-dire que, évidemment, si vous êtes habitué au froid et que vous allez dans un environnement chaud, vous allez subir de la même manière que si vous êtes habitué à un environnement chaud et que vous finissez et vous devez survivre dans un environnement froid. Donc, je vais faire toute une longue série de vidéos là-dessus. C'est pas pour tout de suite, c'est peut-être même en début 2017, on verra. Il faut que j'ai le temps de les faire, il faut que je trouve les mots justes. Et pour une fois, je vais préparer mes vidéos, car comme vous le savez, mes vidéos, c'est toujours de l'improv. Hein. Je prépare rarement les thèmes. Et, euh, et puis, je vous envoie aussi à des vidéos et des conférences que j'ai faites où je touche d'une part, l'identité, comme étant un des éléments essentiels de l'homogénéité identitaire, et donc génétique, et donc ethnique, et donc raciale. C'est un facteur de solidité dans une société. C'est empirique, ça se voit, j'en parle un petit peu dans mes livres. C'est pas le thème principal de mes livres, mais clairement j'en parle aussi dans les conférences. Et j'ai remarqué que c'est une question que l'on me pose souvent et que souvent les gens qui m'invitent en conférence sont très orientés sur ce sujet-là, alors que pour moi c'est un sujet qui est en fait une conséquence de sujets plus graves et plus lourds qui sont en amont de cela. Et souvent parce qu'on est amené à parler de ce genre d'éléments qui ont un lien important par rapport à la survie, qui ont un lien même fondamental à la survie, bon, d'une part l'individu, mais surtout d'une société, donc d'une civilisation, eh bien parfois on peut mal me comprendre, ou alors mal me comprendre c'est pas important, dans le sens où si quelqu'un, vous savez on dit toujours le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Moi, je m'en fous de l'idiot. Si j'explique un concept et que je prends un exemple et que les gens se braquent sur cet exemple-là, je m'en fous. C'est comme les gens qui disent, mais l'autre jour, quelqu'un disait, tu ne respectes pas. Moi, je disais, je respecte les gens, et je vais vous expliquer ça tout de suite. Je disais, je respecte les gens qui sont religieux.
Et la personne disait non parce que tu dis que Dieu n'existe pas et que les religions sont inventées. Et oui, mais c'est que toi, t'es débile. T'as pas compris. Au bout d'un moment, il faut apprendre le français ou apprendre les langues. Parce que la religion, ce n'est pas quelqu'un qui est religieux. La religion peut être quelque chose d'inventé. Même le concept de Dieu peut être complètement inventé. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Mais la personne qui est religieuse, en général, elle suit une discipline. Et donc certaines vertus. Or, une personne qui est vertueuse, et on pourrait aussi discuter sur la moralité de ses vertus, mais c'est un autre sujet. La personne qui fait l'effort d'être vertueuse, qui fait à la limite l'effort d'être morale, qui réfléchit, et qui suit un certain dogme, ça demande une discipline. Or, la discipline est respectable. Même si ensuite la religion que cette personne euh, suit, le dieu ou les dieux que cette personne vénère, peuvent être complètement absurdes ou quelconques, etc. C'est pas la question, donc il faut faire la différence. Donc encore une fois, le problème c'est que, encore une fois, c'est le manque d'homogénéité des sociétés et l'accès à l'expression facilité, ce qui est une bonne chose, mais qui amène l'interaction quand on a des gens de différents niveaux d'intelligence, et c'est pour ça que je vais faire une série de vidéos qui expliquent les courbes normales de distribution des quotients intellectuels et aussi des intelligences en fonction des populations, en fonction des géographies, etc. Parce qu'il y a une incompatibilité fondamentale entre les gens qui n'ont pas le même niveau d'incompétence, lapsus révélateur, d'intelligence ou de quotient intellectuel pour être précis. C'est-à-dire qu'une population qui a 70 de quotient intellectuel euh, est difficilement compatible avec une population qui en a 85, qui elle-même est difficilement compatible avec une population qui a une moyenne de 100, qui est elle-même extrêmement incompatible avec une population qui a une moyenne plus élevée. Alors, on n'en a pas beaucoup des moyennes plus élevées, on a 110, on a 105 en Asie. Et tout ça, je vous l'expliquerai en détail. Et bref, donc ce manque d'homogénéité, ce manque de compréhension, ce manque de juste l'intellect qui n'est pas capable de discuter. C'est comme si, je sais pas, un chien essayait de discuter avec un singe, ou qu'un singe essayait de discuter avec un humain. Je pense qu'un singe, ça doit tourner autour de 30 de quotient intellectuel par rapport à un humain. Donc, c'est loin, c'est très très loin, je veux dire, c'est loin de chez nous. Enfin, c'est pas moi qui le pense, il me semble avoir lu qu'à peu près un singe, parmi les singes les plus évolués, les plus capables de s'approcher, Alors, ça n'a rien à voir, hein. L'animal est super autonome avec son intelligence à lui, et donc on peut pas faire de l'anthropomorphisme, on peut pas euh, imaginer que les animaux ont une intelligence comme la nôtre, ça n'a rien à voir, hein. Un chien est très intelligent en tant que chien, mais évidemment il se compare pas, il ne peut pas parler, il ne peut pas s'exprimer de la même manière, il n'a pas la même conscience qu'un être humain, parce que ce n'est pas un être humain, logique et évident. Et donc tout ça pour dire que on peut mécomprendre certaines de mes vidéos, ou lorsque j'explique par exemple l'incompatibilité de certaines ethnies, la violence inhérente à certaines groupes de population d'un point de vue hormonal ou d'un point de vue intellectuel, c'est pas que je les aime pas. Ou même lorsque l'on parle d'identité, lorsque j'ai découvert au fur et à mesure de ces dernières années comment dire, l'importance de mon identité en tant qu'individu appartenant à un groupe. Je n'y avais jamais pensé avant 3-4 ans. Et c'est en fait, un jour, je vous ferai une vidéo sur la genèse de ce réveil, en ce qui me concerne, de l'appartenance à un groupe qui est celui des Européens, ne veut pas dire que je n'aime pas les autres. En revanche, l'anthropologie nous apprend que différents groupes, différentes cultures ne peuvent pas vivre sur le même territoire, à moins d'avoir une abondance extrême, ce qui est le cas aujourd'hui. Mais c'est une anomalie, et donc cette abondance extrême va se retirer, va s'en aller, et donc les différents groupes humains vont se combattre pour les ressources que sont la reproduction, les femmes, le territoire, bien sûr, et les ressources, qu'elles soient liées à la nourriture ou à l'énergie. Enfin, c'est ça. Donc, forcément,
je prends conscience de mon identité au sein d'un groupe. Alors on va le nommer, hein, c'est les Européens blancs, évidemment, adaptés au climat froid euh, euh, européen, adaptés aux latitudes, adaptés à l'ensoleillement. Il y a une raison pour laquelle on est comme on est, avec nos adaptations physiques et intellectuelles, qui nous donnent dans certains domaines une supériorité nette et claire. Mais dans d'autres domaines, nous donne aussi une infériorité nette et claire, tant physique, mentale que culturelle. On a aussi développé des cultures adaptées à un certain environnement, et il faut de nombreuses générations et donc des siècles pour que ces cultures se modifient, se changent. Aujourd'hui, on voit que nous sommes dans une phase d'accélération des modifications culturelles, notamment par l'ingénierie sociale. Lucien Cerise en parle très bien dans ses livres, mais pas seulement. Il y a toutes sortes d'études sur, que sais-je, l'Institut Tavistock ou d'autres organisations d'ingénierie sociale qui essayent de nous changer. La révolution sexuelle, par exemple, est un projet du FBI. La musique hip-hop et rap, c'est un projet du FBI. C'est assez marrant. Et, euh, et on voit que l'on arrive à changer les populations, à changer leur manière dont elles pensent, et donc changer leur structure familiale, sociétale, structurelle, par des éléments culturels qui sont créés euh, avec une ingénierie très précise, qui utilisent les médias qui sont à la solde de ces organisations, ou qui sont contrôlées, et qui utilisent eh bien, voilà, des gens influents qui sont propulsés en avant de la scène, etc. Donc on arrive à changer les cultures, mais en général c'est lent, et on est adapté à la culture dans laquelle on a une identité. Alors pas tout le monde a conscience de cela. Moi-même justement, j'étais dans la survie depuis 2005, si on veut, dans la prise de conscience. Mais cette prise de conscience-là, elle est récente, et je la dois à, à des gens qui sont d'horizons très différents. Hein. Par exemple, aux États-Unis, j'ai lu un livre de quelqu'un qui est très sulfureux aux États-Unis, qui s'appelle David Duke, où j'ai pris conscience de certaines réalités du monde, mais aussi, par exemple, à quelqu'un que je respecte beaucoup, que je considère comme étant un camarade, qui est Kemi Seba, qui lui, évidemment, il a une approche africaine, c'est-à-dire qu'il lui dit, voilà, l'identité africaine, alors évidemment, c'est un continent extrêmement vaste, mais de la même manière que l'Europe, ou l'identité européenne, elle inclut les Américains du Nord, elle inclut les Australiens, les Néo-Zélandais, une partie des Sud-Africains, et bien sûr du Portugal à la Suède. Ça fait sacrément de différence, ou de la Grèce à l'Angleterre, ou à l'Irlande. Mais voilà, Kemi Seba, lui, parle de l'identité africaine. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, lorsque l'on est conscient de notre identité, c'est qu'on n'en veut pas aux autres. D'ailleurs, Kemi Seba, qui défend l'identité africaine, donc noire, n'en veut pas au... Je l'ai jamais entendu, même en privé, c'est quelqu'un de... Il est encore meilleur et plus intelligent en privé qu'en public. Parce qu'il a une approche de personnage public très, très recherchée, très, très précise de nos jours. Mais en privé, c'est quelqu'un de non seulement très, très intelligent, très raisonnable, tout en étant radical. Ce qui est souvent logique. Les gens radicaux sont raisonnables. Et, euh, et Kimi Seman aime évidemment son peuple et fait tout pour qu'il s'améliore. Et il est très conscient des faiblesses de son peuple, des Africains, pour des raisons que lui attribue beaucoup à l'histoire, mais il est conscient que certains comportements sont aussi innés et dus à certaines réalités génétiques. Tout comme certains comportements des Blancs sont dus à des réalités génétiques. Le, le libre arbitre est beaucoup moins grand que l'on ne pense, malheureusement. Kemi Seba ne déteste pas les Blancs, n'a pas la haine des Blancs, encore moins des Asiatiques. Lui a l'intérêt, son peuple, il veut l'améliorer, mais pas contre les autres, il veut l'améliorer de manière intrinsèque. De la même manière que quand vous avez des enfants, vous voulez qu'ils soient les mieux possibles dans la capacité de l'environnement et des gènes qui sont les vôtres, enfin que vous avez transmis, vous et votre épouse en général, pour l'instant, avant que ce soit des trucs mélangés. Mais enfin, pour l'instant, c'est quand même, il faut encore un père et une mère pour faire des enfants, et heureusement. Et surtout pour les élever, parce que les faire, c'est vite fait, mais les élever, ça, c'est plus long. Et ça demande beaucoup d'efforts. Mais
on essaye que ses enfants soient les mieux possibles, mais on n'essaie pas de faire en sorte que les autres, à côté, soient le moins bon possible. Si vous avez lu et compris La voix virile de Jack Donovan, vous comprenez que dans un groupe, dans un clan, dans un gang, vous essayez de faire en sorte que tout le monde soit le meilleur possible, parce que vous êtes, en tant que groupe, la somme de toutes les forces et de toutes les faiblesses de tous les éléments du groupe. Donc ensemble, vous pouvez vous élever à quelque chose de meilleur. Et donc, lorsque vous avez pris conscience de qui vous êtes en tant que peuple, ou du moins qui vous êtes en faisant partie d'un peuple, et bien évidemment, vous voulez que ce peuple aille le mieux possible. Parfois, cela veut dire que vous devez accepter qu'une grande partie de ce peuple soit éliminée parce qu'il est irrécupérable, ou que vous deviez accepter qu'à un moment, il va falloir nettoyer les traîtres. C'est sûrement quelque chose qui va arriver ces prochaines années, dans pas longtemps. Et Kemi Seba est d'accord avec ça, c'est-à-dire lui est le premier à dire, voilà, nous avons des traîtres, nous avons des renégats dans le peuple africain, et je pense qu'il est évident que nous avons au sein des peuples européens, non seulement des traîtres et des vendus, mais aussi des gens qui ont infiltré notre peuple, notre monde, depuis à peu près 2 siècles et demi, et qui le détruisent de l'intérieur. Alors là aussi, il y aurait tout un discours sur le niveau d'intelligence, c'est-à-dire que des gens très intelligents peuvent manipuler des gens moins intelligents pour atteindre leurs objectifs et leurs desseins. Je vous prends un exemple dont je discutais hier soir avec quelqu'un. Imaginez que, au sein d'un groupe, on va appeler ce groupe les bleus, il y ait une population qui ressemble aux bleus, mais on va les appeler les bleus avec une petite étoile verte. Ils sont légèrement différents, ils ont des croyances un petit peu différentes. Et il se trouve que pour des raisons culturelles et génétiques, il se trouve qu'ils sont légèrement en moyenne plus intelligents que les bleus. Donc les bleus à petite étoile verte, ils sont plus intelligents que les bleus. Et que les bleus à petite étoile verte se disent on n'est pas nombreux, donc il faut qu'on fasse en sorte que les différents sous-groupes des bleus se tapent entre eux. Donc on va créer les conditions ou exacerber certaines rivalités pour que les groupes de bleus s'épuisent en guerre les uns contre les autres. Et puis un jour, les bleus décident qu'ils ne veulent plus faire de guerre entre eux et que finalement ils passent à un niveau de conscience un petit peu plus élevé. Et à ce moment-là, ne font plus des guerres. On peut très bien imaginer, je fais très simple, hein, c'est une allégorie, ne voyez aucun lien avec la réalité. Mais imaginez qu'à ce moment-là, une partie des bleus à petite étoile verte, qui entre-temps ont fabriqué leur petit pays, entourés de populations grises, qui détestent les bleus à petite étoile verte, parce que cette population a utilisé les bleus pour prendre une toute petite partie, en tout cas pour virer les gris qui habitaient dans cette région pour pouvoir s'y établir. Imaginez que la population grise, encore une fois, pas très intelligente, mais nombreuse. Et donc que les bleus à petite étoile verte réussissent à manipuler les bleus qui maintenant sont devenus pacifiques, qui ont arrêté de se battre entre eux, pour leur dire, mais vous savez, les guerres précédentes ont été terribles, d'ailleurs vous avez essayé de tuer une grande partie de certains groupes, notamment les roses, notamment et puis surtout vous avez essayé de tuer une grande partie de bleus à petite étoile verte. Et c'est mal. Donc pour vous racheter à l'infini, non seulement vous allez nous financer, mais en plus, vous devez accepter une grande partie de gris. Parce que vous en avez besoin pour votre économie, même si c'est pas vrai. Parce que c'est la chose morale à faire, même si c'est pas vrai. Et puis on va faire en sorte de vous faire bombarder les gris de temps en temps, pour que les gris n'arrivent jamais à se développer, parce qu'ils seraient un danger pour la petite enclave bleue à étoile verte. Et ça, on le fait parce qu'on est et ça, ils sont capables de le faire parce qu'ils ont une intelligence plus élevée, qu'ils sont capables c'est quand même des bleus, ils ressemblent à des bleus. Donc ils sont capables d'utiliser leur réseau et de faire en sorte. Mais qu'en fait, ils sont tellement intelligents que le but ultime, c'est de dire, le jour où il y aura tellement de gris chez les bleus, qui sont gentils et pacifiques, en tout cas qu'ils le sont devenus,
vont être mis devant tellement de pression d'une population qui n'est pas capable de se comporter correctement, qui n'est pas capable d'arriver au niveau des bleus, que les bleus vont s'énerver, ils vont redevenir guerriers, sauf que ils vont débarrasser le monde des gris, et ils vont tuer tous les gris. Et donc, ils vont éliminer et faire de l'espace vital pour les bleus à étoile verte. C'est une théorie, c'est une thèse. C'est une allégorie également, donc je veux pas... n'allez pas imaginer quoi que ce soit. Hein. Ça se trouve, je parle des aborigènes ou je sais pas quoi. Ne voyez aucun lien avec des éléments de l'histoire ayant existé ou étant réels. Bref, ça pour dire que voilà, il faut se méfier aussi, voilà, d'être nous-mêmes manipulés par des gens plus intelligents ou en tout cas mieux organisés. Voilà, donc ça veut pas dire que j'aime pas les gris, ça veut pas dire que j'aime pas les bleus à petite étoile colorée, mais simplement qu'il faut toujours être conscient de la réalité. Et donc, c'est vrai que j'ai pris tout ça, je me rendais vraiment pas compte avant, en tout cas certainement pas avant les années 2000, puis certainement avant les années 2010. Il faut savoir que mon éditeur aux États-Unis, c'est le fondateur de ce mouvement qui s'appelle Alt-Right aujourd'hui, dont Hillary Clinton a critiqué. Donc c'est assez... Étant exposé aux pensées, je ne savais pas quand j'ai publié mon bouquin aux États-Unis, mon premier livre, Survivre, mais c'est vrai que vu le succès qu'il a quand même eu, bon, c'est un succès relatif aux États-Unis, il y a des millions de livres qui sortent tous les mois, donc ça reste relatif. Mais enfin, il a assez bien marché aux États-Unis, il continue à se vendre assez bien. Et j'ai remarqué que dans les discussions et même dans les activités que fait mon éditeur là-bas aux États-Unis, il y avait des discussions super intéressantes. Super intéressantes et qui sont encore une fois jamais dans la haine ou même elles sont dans la description éventuellement des autres populations, mais jamais dans l'agressivité, dans la haine euh, ou dans l'agressivité. Et aujourd'hui n'est pas le temps, à mon avis, de l'agressivité. Il faut savoir rester analytique, se préparer, et se préparer en connaissance de cause de ces différences. Je ne sais pas si vous suivez mon raisonnement. Je suis un petit peu torturé aujourd'hui dans l'approche, mais je fais des apartés un peu longs, mais la réalité c'est ça, c'est qu'on essaye aussi de s'en sortir et de survivre par la prise de conscience d'une réalité qui est que nous faisons partie d'un groupe. Et que, inévitablement, ça joue. Alors moi j'ai encore la faiblesse peut-être, ou en tout cas l'humanisme, bien que je ne me considère pas du tout humaniste. Mais enfin, il y a peut-être des restes d'une ancienne époque, mais aussi l'empirique m'a montré que c'est faux. C'est-à-dire que moi j'ai tendance à juger les gens en tant qu'individu, pas en tant qu'appartenant à un groupe. Alors c'est vrai que de plus en plus, l'observation et l'expérience de 45 années de vie m'ont fait penser que lorsque je vois une certaine personne dans la rue qui est d'une certaine apparence et qui a un certain accoutrement, je m'attends à un certain type de comportement qui va suivre. Et à 99% des cas, c'est effectivement le comportement que j'avais prévu qui arrive. Que ce soit un comportement agressif ou sympathique, peu importe, mais il y a des comportements véhiculés par des peuples et des cultures qui vont avec. Et cela dit, je persiste à juger les gens en tant qu'individus, quitte à ensuite les catégoriser rapidement dans la catégorie usuelle, à laquelle je suis habitué de les catégoriser en fonction de leur appartenance et de leur culture. Mais je laisse toujours une chance aux gens, et d'ailleurs, mon expérience empirique m'a montré que j'ai rencontré des gens de toutes les cultures, de tous les pays du monde, extrêmement valables, et qui ont des valeurs. On revient à ces valeurs, et un jour je vous ferai une petite vidéo sur ce que je pense être des valeurs essentielles pour la survie et la civilisation. Eh bien, ces valeurs, elles sont bonnes, elles sont saines. Et lorsque je rencontre une personne, quelle que soit sa provenance, qui a des valeurs qui sont saines et bonnes, donc respectables, eh bien, je n'ai aucune raison de lui en vouloir. Et donc, je ne peux pas faire des catégories dans un monde où les gens ne sont pas encore très agressifs, encore entre eux. Alors, pour ça, je dois aussi vous avouer que j'ai une expérience
particulière, c'est que lorsque vous êtes petit enfant dans les années 70 en Suisse, tout d'abord, vous êtes extrêmement exposé à des cultures venant du monde entier. Genève étant une ville internationale du fait de la présence d'un grand nombre d'éléments des Nations Unies dans la ville, donc des gens qui y travaillent du monde entier, et donc des enfants qui vont à l'école avec vous du monde entier. Donc j'étais à l'école avec des Libanais, des Arabes, des, euh, euh, des Japonais, des Danois, de tous les, vraiment plein de pays, des Sud-Américains et donc vous apprenez très jeune à être assez cool avec des gens et vous êtes habitué à voir des gens différents ou qui réfléchissent différents ou qui parlent avec des accents différents. Ça fait quelque chose. Mais surtout, en ce qui concerne aujourd'hui les populations qui sont, on va dire, dans le débat de plus en plus public, considérées à problème, en tout cas en Europe et du point de vue des Européens, pour moi, l'Africain, c'était un fils de ministre ou un fils de diplomate. Donc c'était plutôt quelqu'un qui est dans le haut de l'échelle sociale et intellectuelle des pays de sa provenance. Et quant aux Arabes, eh bien, c'était des gens très riches. Donc je n'ai pas l'expérience de celui qui habitait dans une banlieue en France dans les années 70, prenons le cas de Aubervilliers vers Paris, qui a vu transformer sa commune, sa petite ville, en une cité où on se croirait au Mali plutôt qu'en France. Ou d'un habitant de certaines banlieues de Lyon qui aujourd'hui a l'impression d'être dans la Casbah d'Alger. J'exagère, mais c'est ça. Et avec le niveau qui est beaucoup plus bas du fait que ce sont euh, des gens qui ne sont pas les fils de diplomates, qui ne sont pas euh, des, des grands universitaires qui vont dans ces banlieues. Et donc l'expérience que vous avez, par exemple en tant que Français ou Belge ou dans d'autres pays de l'immigration est très différente que celle que j'ai eue moi, évidemment, puisque j'ai été exposé à des élites de ces pays qui ont envoyé beaucoup de gens ou laissé partir beaucoup de gens en Europe. Donc mon expérience a toujours été très différente. Donc je suis biaisé par cette expérience différente vers un comportement extrêmement amical et accueillant. Et certainement dans ma vie, je n'ai jamais subi aucune nuisance de la part de jeunes en surnombre et sans éducation et, euh, et plutôt prompt à la violence. Et c'est là où l'idiot regarde le doigt et va me dire, tu viens de dire que tous les Arabes ou tous les Africains sont violents et réécoute ce que je viens de dire. Non mais je le dis parce que je sais que ça va arriver. Je viens de dire qu'il y a une partie qui est prompte et dans certains quartiers. Et ça n'inclut pas toutes les personnes, notamment celles qui sont restées dans leur pays d'origine. Donc, ça n'invalide pas ma thèse, en tout cas sur ce point-là. Et donc la différence entre l'expérience que j'ai et l'expérience que j'ai d'autres fait que parfois il y a une incompréhension de gens qui écoutent mes vidéos et me disent et qui interprètent cette tolérance que j'ai ou certainement cette capacité que j'ai de juger les gens en tant qu'individus et souvent de les comparer à une expérience que moi j'ai eue qui était plutôt positive. C'était pas non plus je veux dire, on venait pas me sucer la bite tous les matins, hein, je veux dire, c'était pas. Mais il n'y a jamais eu d'embrouille, il n'y a jamais eu de problème, ou rarissimement. Ou en tout cas pas plus qu'avec des autres personnes ici en Suisse. Je veux dire, moi j'ai eu des insultes dans ma jeunesse venant de Suisse qui me considéraient en tant qu'Italien comme étant voleur, étranger, machin. Mais voilà, je m'en fous. Les gens qui se plaignent du racisme, c'est eux qui sont débiles, parce qu'en réalité, l'insulte et éventuellement le racisme, c'est une motivation à montrer qu'on est le meilleur possible et donc vraiment faire l'effort d'intégration. En fait, moi je trouve que la discrimination et le racisme sont des choses très saines. Réfléchissez-y un petit peu, c'est quelque chose de sain. Les gens qui se plaignent de ça, c'est simplement ils ont envie de gratter un petit bifton et généralement ils sont manipulés par ceux qui veulent gratter encore plus de billets sur cette perception, cette fausse victimisation. Mais bon, on connaît le processus, hein, je veux dire, plus personne n'est dupe, donc on n'en a plus rien à foutre. Et de toute façon, c'est trop tard. Et donc, je suis un petit peu, comment dire,
parfois pris à partie par des gens qui me disent mais ta tolérance envers les musulmans ou les arabes ou les noirs fait de toi un traître dans la guerre civile qui arrive. Mais moi, la guerre civile, je la décris depuis plus longtemps que beaucoup d'entre vous, mais surtout, je ne la souhaite pas, d'une part, et d'autre part, j'espère bien que quand bien même elle arrive, elle ne sera pas, et de toute façon, je sais qu'elle ne sera pas monolithique entre des groupes euh, extrêmement nets. Et je vous prends comme exemple, je veux dire, quand les gens qui sont un petit peu obsédés par une forme de racisme peut-être primaire, que je n'aime pas, que je tolère, vous pouvez, moi je tolère tout. Euh, alors, il y a des conséquences, mais a priori, vous pouvez penser ce que vous voulez. Mais celui qui me dit les Arabes, mais les Arabes, tu les définis comment? Comment tu fais la différence entre un Sicilien et un Tunisien, par exemple? Ah oui, mais ok, alors c'est vrai que le Sicilien, il a tendance à être chrétien, européen, machin. Mais le Tunisien est génétiquement pas mal européen. Il est peu arabisé. Les Marocains aussi, et une partie des Algériens aussi. Donc est-ce que c'est aussi clair? Moi, j'ai des amis algériens, t'as l'impression que alors je dirais pas des Nordiques, mais ils ont des yeux clairs. Bon, ils ont les cheveux noirs, mais ils ont une peau très très claire. Comment on fait à savoir que c'est un Algérien? Je veux dire, ça peut être aussi simple. Alors oui, les Africains subsahariens, ça va être un peu difficile mais que dire des métis? Là, j'ai deux, trois amis avec qui on va s'entraîner. Je pense à un particulièrement. Le type, il est suisse, il est carré. Alors ouais, sa mère est africaine, son père est suisse. Et c'est un soldat, c'est un combattant que j'aimerais avoir à mes côtés, pas en face. Et il sera à mes côtés, parce qu'il est totalement intégré dans la société suisse, bien qu'il soit métis. Bon, on fait quoi? Je veux dire, les grandes théories raciales appliquées au légal, elles seront très très compliquées à mettre en place, d'autant qu'il n'y aura pas de pouvoir centralisé suffisamment fort pour implémenter quoi que ce soit, dans l'hypothèse où vous soyez capable de prendre le pouvoir, ce qui est impossible. Ça, et puis il n'y a pas le temps, vous le ferez pas, et puis vous êtes pas nombreux. Et je vous dis ça très amicalement, hein, c'est pas, moi j'ai beaucoup de respect justement pour les identitaires, et je pense que vous faites un travail très utile, mais et souvent, lorsqu'on discute avec les identitaires, je fais parenthèse, parce que ça aussi, c'est un groupe de personnes que je n'ai rencontré que relativement récemment. En réalité, ils sont, comme je disais tout à l'heure, des gens très, très raisonnables et très radicaux. Et encore une fois, les gens radicaux, parce ils vont à la source, à la racine des choses, sont en général extrêmement raisonnables et finalement extrêmement tolérants parce qu'ils sont sûrs des valeurs qu'ils défendent. Ils ne sont pas dans le relativisme n'importe quoiste, gauchiste, euh, gaucho-libéral qui existe aujourd'hui et qui est dominant aujourd'hui. Donc, ce sont des gens beaucoup plus raisonnables qu'on ne pense. De la même manière que, quelque part, je vais vous surprendre, mais les musulmans, par exemple, qui sont de plus en plus nombreux en Europe, euh, ceux qui sont le plus intègres par rapport à on pourrait dire intégristes, par rapport à leur foi, qui vont le plus vers le littéral. Alors on va pas, sans aller carrément jusqu'aux soufis ou jusqu'aux salafistes piétistes, qui sont des gens extrêmement dans l'introspection mystique. Mais la plupart des musulmans qui sont très croyants, qui sont dans la dévotion, et encore une fois, souvenez-vous, j'ai commencé par dire que j'ai le respect pour la personne qui suit une certaine discipline. Euh, En fait, ce sont des gens aussi assez radicaux dans leur truc, qui n'est pas le mien, et qui n'est pas celui de l'Europe. Et je pense qu'il y a une incompatibilité profonde entre la pratique religieuse des religions du désert, que sont le judaïsme, la chrétienté même, bien sûr, même si elle s'est très européisée, certes, et je vous ferai une vidéo sur la chrétienté bientôt, enfin le catholicisme pour être précis, et l'islam. Ce sont des religions qui n'ont aucun avenir en Europe, pour des raisons d'abord de guerre civile qui arrivent, et je pense que, encore une fois, souvenez-vous de ma petite allégorie sur qui utilise qui pour éliminer qui. Mais encore une fois,
Mais il y a aussi une incompatibilité anthropologique. Alors aujourd'hui, l'islam a un petit peu le vent en poupe, mais vous allez voir, dans 10 ans, je pense qu'on aura très très peu de musulmans en Europe. Pour plein de raisons, à la fois guerrières, mais aussi culturelles. Et je pense qu'il y a aussi un effet de mode qui va passer. Et je pense que d'ailleurs beaucoup de musulmans en Europe vont repartir de leur propre gré, une partie pas de leur propre gré, et une partie ne sera pas vivante, quoi. Tout comme une grande partie des Européens ne sera pas vivante dans 10 ans. Mais enfin, ça, vous connaissez mes livres, vous connaissez pourquoi, et je vais pas répéter. Si vous ne le savez pas, si vous arrivez ici par hasard, allez lire mes livres, parce que ils sont factuels, ils sont beaucoup plus factuels. Mes vidéos, elles sont, comme je dis toujours, mes vidéos, c'est des monologues de bistrot, et j'ai pas le temps, et je vais pas les préparer, j'ai pas envie de vous sortir les sources, ou d'étayer chacune de mes phrases qui donnerait des vidéos trop longues à chaque fois. Et donc, cette, donc cette incompatibilité de l'islam, mais c'est des gens qui sont à la fois radicaux et raisonnables. C'est-à-dire qu'on peut discuter. Alors évidemment, on peut discuter tant qu'on ne va pas leur dire, je sais pas, j'invente, hein, je pense pas ce que je vais dire. Mais par exemple, si vous leur dites, le prophète Mohammed n'a jamais existé, c'est une invention a posteriori, évidemment que ça va être compliqué de discuter. C'est comme si vous discutez avec un catholique et que vous lui dites, euh, Jésus c'est une chose que je pense, en revanche, ça c'est vrai. Jésus est quelqu'un d'extraordinaire, c'est quelqu'un qui a, qui a compris beaucoup de choses, qui a essayé de faire le bien et mais c'est pas le Fils de Dieu. Et il n'y a pas de Dieu, de Saint-Esprit enfin, non, non, je ne crois pas à ça. Vous ne pouvez pas convaincre un catholique d'aller contre sa foi, de la même manière que vous ne pouvez pas convaincre un musulman d'aller contre sa foi. Euh, on peut discuter histoire, on peut discuter, mais on rentre pas dans. Ça sert à rien d'aller dans le domaine de la foi. C'est pour ça que je ne fais pas cet exercice de démonter n'importe quelle religion en 5 minutes, parce que ça sert à rien. Et j'y gagne quoi? J'y gagnerai des ennemis et éventuellement quelques personnes de temps en temps qui lâchent leur foi. Mais est-ce que c'est mon désir de faire en sorte que les gens perdent leur foi? A priori, non. Parce que ce serait mauvais pour eux d'un point de vue où la foi, en réalité, empiriquement, donne un espoir de s'en sortir et donc augmente les chances de survie. C'est empirique, c'est vrai. On a fait les tests, par exemple, je lisais un livre de médecine lié au psychosomatique, la capacité de se convaincre soi-même de... Les gens qui prient et qui pratiquent la foi et qui ont une vie religieuse ont moins de maladies que ceux qui vivent sans religion. C'est statistique, c'est prouvé. Alors évidemment, ce qu'on montre, c'est que c'est parce que le fait d'être entouré dans une communauté nous déstresse et nous rend meilleurs. Le fait d'être religieux en général élimine les excès de l'alcool, des drogues et d'un mode de vie délétère. Et donc on tombe moins malade. Parce qu'en revanche, lorsque les gens sont malades, et il y a des études sur le cancer qui le montrent, que vous soyez religieux ou pas, vous avez les mêmes statistiques de mourir ou ou de vous en sortir. Donc, bon, mais ça me paraît normal. En revanche, c'est intéressant de voir que même dans les cas de survie, les gens qui ont une certaine foi, alors ça peut être la foi dans le fait de revoir vos enfants, hein, ça peut être des choses simples, mais on voit que les gens qui prient, en général, sont capables de... La prière a un effet calmant. Non pas parce qu'il y a du surnaturel, mais parce que tout d'un coup, vous vous arrêtez, vous n'êtes pas en situation de panique et vous vous focalisez sur autre chose, ce qui fait baisser, par exemple, les battements cardiaques de votre cœur, en réduit les glucocorticoïdes qu'il y a dans votre corps, et donc fait baisser votre niveau de stress. C'est tout à fait mesurable et c'est tout à fait remarquable. Donc, je suis en train d'aller très loin et j'essaie de revenir dans mon raisonnement. Et donc, je n'ai pas envie de vous enlever cet avantage. Vous comprenez? Donc, j'ai pas envie d'aller dans la discussion théologique. Mais le respect que j'ai pour vous, que vous le croyez ou pas, il est réel. C'est-à-dire qu'en tant que personne qui suit une discipline, en tant que personne qui suit une,
une, un mode de vie, et souvent on se focalise, et je me focalise, sur les religions monothéistes du livre, euh, qui sont en fait parmi les moins intéressantes parmi les religions du monde. Et même si j'extrapole à des systèmes de croyances et de pensée qui ne sont pas religieux, comme par exemple le bouddhisme, euh, les religions monothéistes ont des milliers d'années de retard intellectuel sur d'autres systèmes de pensée qui sont franchement super en avance, et qui sont beaucoup plus équilibrés, beaucoup plus sains euh, que la croyance dans un être soi-disant miséricordieux et gentil, alors qu'en réalité, dans les faits, il est maléfique et vous oblige à être moral sous peine de punition éternelle, ou de bakshish sous forme de promesse de vie après la mort merveilleuse et agréable. Je veux dire, n'importe quelle personne qui ferait ça dans la vie, on considère que c'est un escroc. Et en plus, un escroc vaniteux qui demande qu'on le vénère. Je veux dire, très honnêtement. Et qui s'exprime de manière improuvable, alors il est tout puissant, soi-disant. Euh, et moi, je vous dis, s'il existe des forces surnaturelles, les dieux des monothéistes, ce sont au mieux des démons, et enfin non, au pire des démons, et au mieux des démiurges. Vous savez ce que c'est qu'un démiurge? C'est une sorte d'entité qui n'est pas tout à fait divine, mais qui se fait passer pour un dieu. Mais je sais que là, je viens de perdre 3 milliards de personnes qui tout d'un coup vont me détester. Mais si vous réfléchissez très honnêtement en vous-même, euh, réfléchissez bien à ce que ça veut vraiment dire la pratique religieuse au niveau philosophique. Et là, franchement, si vous réfléchissez honnêtement dessus et que vous la mettez à l'aune de ce que c'est qu'être moral dans la vie de tous les jours, et je précise tout de suite, euh, il y a des gens qui peuvent vénérer le dieu le plus immonde et démoniaque qui puisse exister, qui, dans la vie de tous les jours, en fait, ont une pratique totalement morale, parce que ce sont des gens bien de manière intrinsèque et qui ne se rendent pas compte que le dieu qu'ils vénèrent ou qu'ils prient de temps en temps est un dieu qui génocide les enfants, qui extermine une population en empoisonnant l'eau de ses rivières, qui lui jette des pluies de grenouilles, de sang et des météorites sur la gueule. Euh, et voilà. Donc, ça n'est pas parce que, en fait, en réfléchissant à la religion que vous suivez, vous vous rendez compte qu'elle est en fait assez mauvaise dans sa philosophie, que vous n'êtes pas dans votre comportement et dans vos actes quelqu'un de bien. De la même manière que vous pouvez imaginer, alors j'en connais pas tellement, mais vous pouvez imaginer quelqu'un qui a une... Non, ce serait un contresens. Voilà, typiquement, quelqu'un qui se veut bouddhiste et qui se comporte mal, ben, c'est pas possible. Et j'entends bien les gens qui me disent, moi j'ai des gens, on a des amis musulmans qui nous disent, Daesh, c'est pas des musulmans. Parce qu'ils tuent des gens. Le cheikh Imran Hussein, que je respecte beaucoup, il est très honnête lorsqu'il dit les musulmans qui commettent des crimes en Europe parce que massivement ils violent et ils attaquent, c'est pas tous les musulmans. Attention, les musulmans qui finissent en prison parce qu'ils ont violé, parce qu'ils ont volé, parce qu'ils ont tué, selon lui, et je le crois sincère lorsqu'il dit ça, il dit ce sont des mauvais musulmans, ils iront en enfer. Parce que Dieu est miséricordieux. Bon, passez-moi ce trait d'humour, mais il a raison. Enfin, en tout cas, il a raison de s'exprimer. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est moral. Et je le crois, euh, ce monsieur est quelqu'un de profondément moral. Et n'en déplaise à ceux qui détestent l'islam et qui sont dans l'anti-islam primaire et haineux, la plupart des musulmans se comportent très bien. Et tant mieux. D'abord, tant mieux pour eux. Parce que ça, c'est mon côté d'éducation catholique. Vous voyez. Euh, mais sincèrement, c'est mieux pour eux parce que quand on se comporte bien, on est plus heureux. On n'est peut-être pas plus riche, ça c'est vrai, mais on a une qualité de vie, des relations avec les autres qui sont riches, beaucoup plus riches.
Et peut-être qu'on va mourir moins jeune et en meilleure santé parce qu'on a euh, ce meilleur lien. Et ça, et c'est là où on revient à la survie. Donc je suis en train de faire quelque chose de très long. J'espère que je vous ai pas tous perdus en route. J'espère que vous savez lire entre les sous-entendus que j'essaye d'avoir ou les non-dits que j'ai qui vont dans votre sens. Ou pas, c'est pas grave. Euh, mais enfin moi je crois beaucoup à l'importance de juger les gens en tant qu'individus. Parce que j'ai trop connu de gens dans le monde. Ça m'est arrivé de rencontrer des gens qui sont ultra haineux envers, par exemple, que sais-je, les Africains. Mais moi, lorsque je rencontre des Africains, alors j'en rencontre de toutes sortes, hein. Il y a des gens intelligents, il y a des gens qui sont abrutis. Euh, alors évidemment, rien ne m'oblige à fréquenter les abrutis, mais même l'abruti, il reste une personne qui est humaine, à qui je veux pas de mal, tant qu'il ne me fait pas de mal à moi. Alors aujourd'hui, on a un problème en Europe. De la même manière il y a eu, et sincèrement, moi je le dis, je pense que l'impérialisme colonisateur, il était mauvais au XIXe siècle, lorsque vers la fin du XIXe siècle, les puissances européennes, enfin certaines puissances européennes ont colonisé une partie de l'Afrique, et aujourd'hui, l'impérialisme de ces mêmes puissances en réalité, qui colonisent l'Europe avec par exemple des Africains, est tout aussi mauvaise. Je pense qu'on doit tous être sincères et lutter contre l'impérialisme, et peu importe que les Européens aient construit des infrastructures, des écoles, des hôpitaux en Afrique, euh, euh, peu importe que le résultat ait été plutôt bon quand l'intention n'est pas moralement bonne. Mais là aussi, il faudra que je vous parle de morale dans une autre religion, d'un point de vue philosophique, pas par rapport à ce que moi je crois, mais de quelle est la manière de fixer, d'évaluer les morales de manière comment dire, de manière absolue, de manière universelle au sens philosophique, pas au sens physique, pas au sens ma morale doit être partout dans le monde. Non, c'est une morale qui ne puisse être indiscutable, c'est que n'importe quel être vivant, mais pas seulement humain, c'est pour ça qu'à la limite, là c'est un côté que j'ai en commun avec les gens qui sont véganes, qui ne veulent pas faire du mal aux animaux, c'est que je pense qu'ils ont raison. Je suis pas sûr ils ont raison sur leur conclusion, sur la conclusion de leur raisonnement, mais leur raisonnement est à des bases un peu justes. Mais je vous expliquerai ça dans une autre vidéo sur l'idée que à partir du moment où on a une cohérence de raisonnement par rapport à une morale, on doit pouvoir l'appliquer dans tous les cas. Alors eux l'appliquent sur les animaux, etc. C'est pas là où je veux en venir du tout, mais la logique, elle est assimilable à celle que j'essaye d'avoir. Bref. Donc tout ça pour dire que je ne voudrais pas que vous mépreniez mes vidéos lorsque je parle de différence entre les peuples, entre les gens, entre les individus même parfois, mais souvent en termes de catégories, et, et que vous compreniez bien que mon approche, elle est de nous améliorer. Parce que parmi vous, et même parmi ceux qui n'ont jamais entendu parler de moi, parce que je ne suis pas un gourou, euh, ça aurait été vachement rentable de... C'est pas mon truc. Mais parmi ceux qui vont s'en sortir, nous avons intérêt, puisqu'il va falloir rebâtir une civilisation après, à ce que nous soyons les meilleurs possibles. Et donc, autant que je puisse le faire, j'essaie de vous encourager à devenir, en tant qu'individu, les meilleurs possibles, parce qu'ainsi, la somme que vous êtes d'individus les meilleurs possibles, vous allez contribuer à avoir le groupe et la civilisation la meilleure possible. Alors c'est sûr que s'il y a que des gens qui ont 70 de QI, ou 50 de QI, parce qu'il y en a, et qui sont complètement abrutis, qui survivent, mais je vois pas comment ça pourrait être le cas. Je vois pas les critères qui feraient que on préfère des gens vraiment abrutis dans ce qui nous arrive dessus. Euh, ça va être difficile. Mais si en revanche on s'élève, parce que moi je pense que toutes les compétences physiques, elles peuvent s'améliorer. Elles peuvent pas. Je veux dire, quelqu'un qui a fait 1m50, il peut pas arriver à faire 1m80 juste par la force de la volonté.
Mais enfin, il peut améliorer ses compétences physiques, il peut mettre des talonnettes. Et de toute façon, c'est pas un critère forcément positif, à moins que votre objectif soit de faire du son à la perche. Et que tous ceux qui sont capables de passer 6 mètres survivent et pas les autres. Mais vous savez bien, c'est pas ça les critères qui feront qu'on s'en sort ou pas. Mais tout ça pour dire que j'espère que nous tous, quels que soient nos peuples d'origine, quels que soient qui nous sommes, nous puissions être les meilleurs possibles pour nous en sortir le mieux possible et donc reconstruire le meilleur monde possible demain. Parce que clairement, la civilisation qui arrive à son terme aujourd'hui, que l'on prenne un cycle de 2 siècles pour la définir, un cycle de 4 siècles pour la définir, alors 2 siècles c'est l'humanisme et les droits de l'homme et toutes ces conneries. 4 siècles c'est l'État-nation, 1648, le traité de Westphalie. L'État-nation n'existait pas avant. Donc est-ce que c'est le cycle humanisme, lumière et toutes ces conneries qui est en train de mourir? Est-ce que c'est le cycle de l'État-nation qui est en train de mourir? Est-ce que c'est la civilisation occidentale qui a 2000 ans à peu près, peut-être un peu plus que 2000 ans, 2500 ans, qui est en train de mourir? J'espère pas. Mais c'est aussi un cycle qui peut-être est en train de se terminer. Est-ce que c'est un cycle de 12 000 ans, c'est-à-dire la dernière grande extermination humaine de civilisation, la toute grande, c'était il y a 12 000 ans. Je vous en parlerai dans une autre vidéo également. Est-ce qu'on est aussi à la fin d'un grand cycle? Je suis moins sûr de ça. On ne sait pas. Mais en tout cas, après, ceux qui vont s'en sortir doivent reconstruire et on a intérêt à être les meilleurs possibles. Voilà, donc longue vidéo, ça doit être l'influence de la voiture. Mais je savais que c'est un thème que je voulais exprimer depuis quelques temps. Mais j'essaie de trouver les mots justes, je ne sais pas si j'ai réussi. Mais à la fin, c'est pas grave, de toute façon, on s'en fout. Je veux dire que je sais que vous êtes nombreux à écouter ces vidéos. Et je suis toujours très humble face à vous. J'essaye d'arriver sans arrogance et plutôt en étant très sincère et ouvert et encore une fois, sans me préparer. J'espère que vous appréciez cette approche qui est en fait une approche de sincérité, qui n'est pas une approche de marketing, quoi que vous en pensiez pour certains d'entre vous. Mais simplement, voilà, de faire en sorte que nous soyons les meilleurs possibles, physiquement, intellectuellement, dans nos compétences, dans nos rapports avec les autres, parce que ce seront ça les qualités. Si vous avez lu mes livres, vous savez que le chapitre sur le lien social est important, mais pas que celui-là, évidemment les autres aussi. C'est ça qui fera la différence dans notre qualité de survie, mais aussi dans notre qualité de reconstruction plus tard. Et dans le fait d'éviter les embrouilles. Vous vous souvenez de la vidéo que j'ai fait il n'y a pas longtemps sur les embrouilles. Donc voilà. Tout ça pour dire, préparez-vous, parce que ça va être difficile, et essayons encore une fois de bien comprendre les tenants, les aboutissants de chacune des choses. Ouais. C'était une trop longue vidéo, mais c'est pas grave. Allez, ciao.